BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Au sommaire cette semaine, l'année 2023 a été difficile pour le marché du textile. Dès le début de 2024, des perturbations ont continué à se faire sentir. En février, X a annoncé une réduction de personnel. Et en mai, le groupe Esprit a déposé le bilan pour ses activités en Europe. Le commerce a évolué, tout comme le comportement des consommateurs. Des financements supplémentaires, des réorganisations ou des optimisations sont-ils suffisants pour surmonter ces obstacles? Pour nous aider à répondre à cette question, j'accueille aujourd'hui sur ce plateau Jérôme Driano. Il est directeur général du groupe Beaumanoir. Alexandre Dufour, cofondateur de la start-up Côtelet Paris, et notre expert Mathieu Carillon, Head of Content chez Altavia France. A tout de suite. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Le groupe Beaumanoir est un acteur français majeur de la mode accessible basé à Saint-Malo, en Bretagne, avec un portefeuille de 6 marques: Cache-Cache, Bréal, Bonobo, Morgane, Carole, Laal, un concept multimarque, Vibes, et une marketplace, Sarenza. Mais depuis ce mercredi, la situation a évolué. Bonjour Jérôme Driano, heureuse de vous accueillir à ce micro. Bonjour. À mes côtés également Mathieu Carillon, Head of Content chez Altavia France. Merci d'être sur notre plateau. Vous avez racheté les activités du groupe Board Riders et l'exploitation de ces 7 marques lifestyle et outdoor: Quicksilver, Billabong, Roxy, DC Shoes, Element, Ruka et Von Zipper, sur le territoire de l'Europe de l'Ouest. Des marques pour certaines qui sont bien connues des skieurs et des surfeurs. La diversification est-elle aujourd'hui la solution pour tirer son épingle du jeu? Au niveau du groupe Beaumanoir, la diversification, on l'a commencé il y a déjà quelques années. Effectivement, c'est une diversification un petit peu plus forte lorsque l'on parle des marques du groupe Board Riders, de ces marques bien connues, les Quicksilver et autres Roxy que vous venez de citer. Mais on avait un petit peu commencé à développer cette stratégie lorsque, en 2019-2020, on a repris Laal d'abord, puis Carole, puis Sarenza. C'est comment, sur cet échiquier du retail, sur cet échiquier de la mode, sur cet échiquier français, on allait pouvoir aller adresser les différents clients, les différentes niches et servir un peu toutes les typologies de clientèle sur ce marché. Donc c'était notre stratégie. Et il y avait tout un pan de l'activité que l'on ne servait pas, c'est ce sport style, ce lifestyle, ces marques outdoor. Vous avez parlé de surf, vous avez parlé de snow. Et effectivement, on avait réfléchi autour de ce type de segment. L'opportunité Board Riders sur l'Europe de l'Ouest s'est présentée et bien évidemment, on y a été et on est extrêmement heureux d'avoir pu reprendre cette activité et ces marques emblématiques. Alors, selon Alibaba, la demande d'articles de sport connaît une nette progression à l'approche des compétitions diverses internationales, l'Euro ou encore les JO de Paris 2024. C'est la principale raison pour laquelle vous avez racheté ces activités. Est-ce que, je ne sais pas si les effets vont se manifester tout de suite lors de ce rachat d'activités, mais est-ce que vous allez pouvoir profiter de cette manne attendue, ou est-ce que ce sera encore l'ancien propriétaire qui en bénéficiera? Alors, pour moi, on n'est pas sur une activité sportive au sens performance. On est sur des marques qui sont sur du sport style, sur du lifestyle, et ça, c'est une tendance lourde. C'est une tendance très lourde du marché depuis de nombreuses années. Donc l'analyse et le mouvement stratégique que l'on vient de faire n'a aucun lien avec ce qui va se passer effectivement dans les mois qui viennent. Après, on devient propriétaire à partir d'aujourd'hui, de ce matin, de ce mercredi, des marques. Et effectivement, s'il y a s'il y a un petit peu d'engouement durant l'été, il va y avoir le surf aux Jeux Olympiques. On est sponsor de quelques athlètes français. On espère qu'ils vont bien figurer. On a une très très forte ambition pour eux. Donc effectivement, on va regarder ça de près. Mais c'est pas du tout l'enjeu de ce dossier. C'est quoi l'enjeu alors? L'enjeu, c'est ce que je vous disais, c'est d'habiter fortement ce segment du lifestyle et de pouvoir développer ces marques d'une forte notoriété, ces marques qui sont effectivement sur le sport, qui intéressent les surfeurs, les skieurs, mais qu'il va falloir redévelopper et plus, je dirais, urbaniser.
c'est comment on apporte ces marques à toute une clientèle qui peut-être aujourd'hui ne les voit plus ou ne les voit moins parce que c'est trop sur les côtes, c'est trop sur les montagnes et il n'y a pas de raison que ces produits qui sont de qualité, qui portent une ADN très forte, ne soient pas présents sur d'autres territoires français, territoires européens. La stratégie de distribution de ces 7 marques, c'est principalement la distribution wholesale ou encore du digital. Pourquoi c'est aussi crucial la vente en gros pour ces marques ? C'est le business model de ces marques. Ça a toujours été le business model de ces marques, d'avoir une distribution équilibrée entre le wholesale, bien évidemment le digital, mais ça c'est assez nouveau, enfin c'est ces 10 dernières années, et puis il y a eu du retail. Les marques du groupe Boardriders ont été fortes en retail. Il y a eu des flagships dans les principales capitales européennes. Ces flagships sur les Champs-Élysées, à Londres, ont été plutôt fermés par les différents actionnaires, fonds de pension américains ces dernières années. Notre ambition, c'est de continuer à donner et à collaborer avec ces grands distributeurs qui vont distribuer la marque de façon large et puis donner une présence à ces marques à travers une présence retail, à travers des belles adresses, parce qu'il faut faire rayonner la marque, il faut investir sur la marque, sur le marketing, sur le retail, et puis le distribuer auprès du grand public. Et justement, vous parlez de rayonnement. Lors d'une interview sur BFM Business, vous aviez mentionné que votre groupe avait une stratégie très française, se positionnant comme un champion national en quête de diversification, avec 2000 points de vente dans le monde. Cette nouvelle acquisition vous permet d'accroître votre présence en France, ainsi qu'au niveau européen et international. Voulez-vous devenir moins français, plus international ? Alors, la France reste au cœur de notre modèle, la France reste au cœur de nos préoccupations. Et effectivement, je l'ai dit, on veut d'abord être un champion du monde en France. Avec l'activité Boardriders, vous l'avez très bien dit, on reste très fort en France, parce que le premier marché de ces marques sont le marché français. Ensuite, le second marché, c'est le marché ibérique, Espagne, Portugal. Et en fait, avec certaines de nos marques, en particulier Carole, Morgan, ce ne sont pas des marchés inconnus, puisque certaines de nos marques étaient déjà sorties et sont fortes sur ces marchés-là, sont fortes en Suisse, sont fortes en Belgique. Et donc, avec les marques Boardriders, on va rayonner dans un certain nombre de pays européens sur lesquels on est déjà présent, sur lesquels on a déjà des équipes. Il y a des équipes Boardriders en plus. Donc on va juste renforcer un petit peu cette présence européenne. Et effectivement, c'est sans doute le début d'une nouvelle ère, même pour l'ensemble des autres marques. On va pouvoir redévelopper l'Europe après avoir bien assis ce socle français. Mais la France restera majoritaire dans le groupe. Et ça vous permettra aussi de contrer, j'imagine, les marques internationales telles que H&M et Zara qui aujourd'hui inondent le marché. On ne cherche pas à contrer H&M ou Zara. On cherche à faire notre travail en étant très présent. Aujourd'hui, vous êtes principalement présent dans des centres-villes, de villes assez petites, de villes moyennes. Ça va dépendre des marques. Avec Carole, on est très présent à Paris. On a beaucoup de magasins dans de très belles adresses. Donc, encore une fois, ça dépend du segment, ça dépend du segment de clientèle que l'on adresse. Donc, non, le sujet, c'est de bien faire notre travail et de bien connaître le consommateur. Bien connaître le consommateur, c'est comme ça qu'on connaît très bien les Français, on connaît très bien les Européens proches, et donc on est capable de leur amener ce qu'ils attendent à un moment donné, les bonnes couleurs, les bonnes coupes, les bonnes façons de travailler. Et donc on cherche absolument pas à contrer ces gens internationaux. Ces géants internationaux, c'est impossible de les contrer parce qu'ils font très bien leur travail, ils le font d'une façon mondialisée. Nous, on essaie de bien le faire sur notre territoire, parce qu'on connaît bien notre territoire, parce qu'on a de la data, parce qu'on sait accueillir ses clientes et on va continuer à le faire. Avez-vous l'intention de garder l'ensemble des employés actuels ? Nous sommes engagés sur une reprise de Boardriders Europe. Donc le modèle du vendeur... Oui, parce que côté américain, il y a déjà eu des plans de restructuration. Les Américains, en fait, ont un business model qui fait qu'ils divisent une activité qui était mondiale en différentes zones. Et donc, ils ont fait une restructuration dans laquelle ils ont défini un périmètre européen. Et nous, on s'est engagé à reprendre 100% de ce périmètre européen. Et c'est ce qu'on va faire. Et notre espoir, c'est plutôt de développer ce périmètre et d'avancer que d'aller, au contraire, en reculant. Donc les emplois seront préservés. J'ai juste une petite question sur le groupe Boardriders, parce que si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous n'avez pas la licence, vous avez l'exploitation de l'ensemble des marques sur la région de l'Europe. L'Europe de l'Ouest. Dans quelle mesure vous allez être maître de ce que la marque va proposer en termes de design, en termes de territoire, de storytelling Est-ce que c'est propre à chaque zone ou est-ce que ça... Exactement, c'est propre à chaque zone. En fait, on a réellement l'activité en Europe et on a la main sur l'ensemble de l'activité. C'est-à-dire qu'on a la main depuis le design
Okay, jusqu'au sourcing, distribution, le marketing, les réseaux sociaux. Donc on a la main sur l'ensemble des paramètres du 360. Bien évidemment, on n'y serait pas allé si on n'avait pas la main. Après, ce sont des marques qui effectivement rayonnent à la fois aux États-Unis, en Australie et en Europe. Donc il y a effectivement un détenteur de la marque qui a un droit de regard pour éviter que chacun des partenaires ne fasse un peu n'importe quoi. Et donc tant mieux, ils auront un droit de regard sur ce qu'on fera, on sait qu'on va bien le faire, et tant mieux qu'ils regardent que ce que font les autres territoires de distribution et les autres territoires de création. C'est une ADN commune, mondiale, qui va venir s'adapter en fonction des zones. Exactement. Mais ça aussi, on revient un petit peu à l'histoire de Boardriders. Boardriders s'est construit, ou plutôt Quicksilver s'est construit, c'est d'abord né en Australie, puis il y a eu une licence qui a été donnée aux États-Unis, puis après ça a eu une licence qui a été donnée en France. C'était des territoires qui ont développé des parcours différents. On va juste reprendre cette histoire et on va travailler du mieux possible pour nos clients européens. Merci Jérôme Driano, vous restez avec nous, on va passer tout de suite au focus. Camaïeu, Koukaï, Pinky, plus récemment X, Esprit, le secteur de l'habillement en France traverse une période de crise sans précédent. Concurrence accrue, évolution des comportements de consommation, essor du commerce en ligne. La fast fashion ont bouleversé finalement ces modèles traditionnels, mettant à rude épreuve la résilience de ces grandes enseignes historiques. Alors comment survivre, Mathieu ? Alors effectivement, comment survivre ? C'est vraiment la question que tous les retailers et toutes les marques se posent en ce moment, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un secteur qui est extrêmement fragilisé, qui est tendu, qui a subi de nombreuses crises de l'immobilier, la crise immobilière, la transformation des centres-villes, la crise Covid, enfin voilà, on peut en lister des tonnes. Et face à ce secteur qui est extrêmement fragilisé et tendu, donc qui peut paraître très négatif en ce moment et face au contexte, je pense que ce qui est très important, c'est de comprendre que c'est un secteur où il y a énormément d'opportunités qui se créent. C'est-à-dire qu'à chaque crise, généralement, il y a beaucoup d'opportunités qui se créent. Et donc, c'est un secteur qui nous permet, face à une opportunité, quand il y a une opportunité, il faut se recentrer. Il faut comment on arrive à tirer son épingle du jeu. Comment on arrive à tirer son épingle du jeu ? Ça passe notamment par le fait de innover. Comment on va réussir à innover ? Donc, on peut innover sur 2 pans qui sont très importants. Il y a le pan qui va être le pan, toute cette verticale qui va être cette verticale un peu back-office qui est liée à son fonctionnement propre de retailer ou de marque. Comment on va réussir à innover en termes d'achat, de production, de logistique, des process, des équipes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facile, mais on ne va pas forcément créer de différence. On va juste mieux faire. Mais en revanche, l'innovation, je pense qu'il faut se recentrer sur qui on est, sur l'ADN et cette dimension beaucoup plus irrationnelle. Et il faut réussir à être le plus créatif possible sur la marque, sur le design de nos produits, sur l'offre qu'on propose, sur les expériences proposées en magasin. Et notamment, le rachat de Boardriders, je pense, va compléter et enrichir aussi toute cette dimension-là, puisque ce sont des marques qui sont avec des territoires forts, des storytelling forts, qui sont très évocatrices, sur des univers très identifiés. Et donc, en fait, l'objectif, c'est pour tirer son épingle du jeu, il faut trouver sa singularité vis-à-vis de nos concurrents. Et cette singularité vis-à-vis de nos concurrents, ça passe par la marque. Et donc, il y a notamment une marque qui a été très intéressante et qui a retenu mon attention. C'est une marque qui est assez récente, qui a une quinzaine d'années, qui est la marque Ami Paris. Ami Paris, c'est une marque qui est extrêmement positionnée sur du premium, très parisienne, avec très incarnée par son fondateur. Avec surtout, je pense que vous le connaissez tous, ce symbole du le cœur rouge, voilà, on en voit partout. Et c'est une marque qui a réussi dans ce contexte et dans ce passage très compliqué pour cette industrie, passer en 4-5 ans à x10 de son chiffre d'affaires. C'était un chiffre d'affaires qui était assez confidentiel, qui était de l'ordre de 30 millions en 2018. Ils sont passés à 300 millions en 2022. C'est juste pour illustrer le fait que quand on innove et qu'on surtout on vient chercher ce qui crée de la différence, on va chercher l'attractivité, vous parlez de bien connaître ses consommateurs, c'est très important, et de recentrer sur son ADN, on peut et on a toutes les clés pour pouvoir tirer son épingle du jeu face à un contexte qui est un contexte en crise. Une réaction ? Vous avez parlé de 2 pans, et c'est vrai, on n'avait pas encore parlé. Le premier pan, l'innovation, le back-office, bien faire son métier, au niveau du sourcing, au niveau du retail, au niveau de la data. Ça a été, et c'est encore, la force du groupe Beaumanoir. Parce que vous dites, on ne fait pas la différence. Non, mais par contre... On fait mieux. Si on ne le fait pas, ou si on ne l'a pas fait, on disparaît du marché. Donc il faut absolument continuer à investir sur ces socles. Et vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, ceux qui sont encore sur le marché, on parlait des géants tout à l'heure internationaux, nous et quelques autres, c'est parce qu'on a toujours investi, on a toujours fait en sorte d'apporter
l'optimum ou le mieux sur le marché. Mais maintenant, on ne va plus faire la différence parce que ceux qui n'avaient pas investi, ils ont disparu du marché. Vous êtes tous donc il n'y a plus que des gens qui ont continué à investir. Il va y avoir d'autres champs d'investissement sur le back-office. J'imagine qu'on en parlera un peu plus tard. Donc ça, c'est le premier pan et on va continuer. Puis le deuxième pan, on en parlait un petit peu, pour nous, ça a été segmenter le marché, ça a été essayer d'identifier le client, donc d'apporter une ADN par rapport à une typologie de clients. Tous les clients ne veulent pas la même chose, tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat, tout le monde n'habite pas aux mêmes endroits. Cache-cache, c'est plutôt pour les jeunes femmes. Bonobo, c'est la première marque de jeans. Exactement. Chaque marque a son territoire et notre boulot, c'est d'entretenir ce territoire et pas d'essayer d'étendre le territoire de chaque marque, parce que c'est là qu'on se perdrait. Et donc, il vaut mieux aller travailler avec de nouvelles marques. Et puis, alors, quand on a la chance de pouvoir mettre la main sur des marques qui ont un ADN fort, voilà. On a abordé la distribution wholesale en première partie d'émission. On va à nouveau en parler avec notre deuxième invité, Alexandre Dufour. Bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes cofondateur de Côtelet Paris. Alors comme le laisse peut-être deviner le nom, c'est une marque spécialisée dans le prêt-à-porter, les accessoires en velours. Côtelet, le marché de la mode accessible est hyper concurrentiel. Comment vous arrivez à tirer votre épingle du jeu aujourd'hui? Tout à fait. Merci de m'accueillir. Effectivement, ça a l'air d'être assez compliqué actuellement. Nous, on a eu la chance de se créer assez récemment. Donc, on subit un peu moins que certaines structures qui ont des coûts fixes assez importants. On est assez agile, on peut jouer pas mal sur ces frais de structure. Et puis on en parlait à l'instant, vous avez votre singularité. On en parlait pour Ami Paris. Votre singularité, c'est vraiment le velours. C'est ça. Énormément de marques se créent sur le marché tous les ans et on pense que c'est très important d'exister et de montrer une sorte d'aspérité, de créer une sorte d'aspérité en fait pour pouvoir être identifié sur le marché et pour pouvoir du coup pour pouvoir se développer au fil du temps. D'où provient votre velours et où sont fabriquées vos collections? Alors le velours, on le source chez un tisserand bicentenaire qui est situé en Alsace, qui s'appelle Velcorex. On travaille avec eux depuis la création de la marque. Ils ont des velours d'extrêmement bonne qualité. Ils travaillent aussi avec du coton biologique, souvent certifié GOTS. Donc on travaille beaucoup avec eux. Ouais. Vous avez été une DNVB, c'est-à-dire 100% digital pendant 3 ans. Et depuis, vous avez développé la distribution B2B. Donc vous êtes déjà présent dans de beaux magasins parisiens. Mais vous souhaitez accroître votre réseau de boutiques partenaires en Europe et aussi en Asie, plus spécialement en Japon et en Corée du Sud. Pourquoi ce choix ? Alors on a eu une opportunité sur un salon professionnel il y a 1 an. On présentait nos collections donc pour l'hiver dernier. Et on a eu la chance d'avoir une Coréenne qui a apprécié notre collection et qui nous a passé une grosse commande là-bas, qui est une sorte de distributrice à Séoul. Et on a continué du coup à collaborer avec elle sur les saisons d'après. Et donc on se dit que vu qu'on a un premier pied là-bas, on aimerait bien accélérer sur ce marché-là. J'aimerais qu'on revienne sur le socle d'innovation technologique du groupe Beaumanoir. Depuis ses débuts, le groupe a toujours souhaité maîtriser sa chaîne d'approvisionnement. C'est ainsi que Celog est né en 2002, avec actuellement une dizaine de sites logistiques en France. Comment Celog va s'adapter au nouveau portefeuille de marque ? Comme d'habitude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une logistique qui est organisée au sein de Boardriders. Donc, on va travailler avec les prestataires qui font cette logistique et on va voir comment, petit à petit, on va pouvoir amener notre propre dynamique, notre propre compétence, nos propres systèmes, de façon à améliorer tous ensemble la chaîne. Parce que notre seule ambition, c'est d'améliorer la chaîne et d'avoir des systèmes qui se parlent et d'avoir, c'est ce qu'on appelle souvent des réasseurs automatiques. Ça veut dire que vous allez prendre en charge toutes les nouvelles opérations logistiques, les nouvelles marques, y compris les nouveaux lieux. L'objet du groupe Beaumanoir est toujours de travailler sur le socle et que l'ensemble des marques bénéficient d'un socle le plus solide possible. Et donc, dans toutes les entreprises avec lesquelles on a travaillé, il y avait des compétences. Donc à chaque fois, ces compétences venaient nourrir le socle et le socle venait nourrir d'autres compétences. Et donc c'est comme ça qu'on avance, on met ensemble tous nos savoir-faire, on choisit les meilleurs, on développe ensemble de nouveaux savoir-faire et puis chacun bénéficie de ce socle et puis avance et ça permet d'amortir les coûts de R&D, ça permet d'amortir les coûts de nouveaux systèmes. Le marché mondial du textile aujourd'hui, il se consolide de plus en plus. Les acquisitions, la diversification semblent être les maîtres mots pour tirer son épingle du jeu et faire face aux défis de demain. Mais à quoi faut-il vraiment prêter attention lorsqu'on gère un nombre important de marques, certes complémentaires mais somme toute différentes ? Alors, on revient toujours à la même chose.
au bout du bout, on vend des collections, on vend des produits. Donc la première chose auquel il faut faire attention, c'est la qualité de nos collections et d'être certain que les collections qu'on développe s'adressent bien à un client. Ça, c'est la première chose. Si vous n'avez pas ça, déjà, vous n'avez aucune chance de faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, après, il faut vivre avec l'ensemble de ces barrières à l'entrée qui sont en train de se monter. On parle beaucoup de RSE, on parle beaucoup de... Donc là aussi, on ne fera pas la différence. Mais il faut être bon. Il faut absolument avoir des produits éco-responsables, de la matière première éco-responsable, parce que le marché le demande. Il faut toujours être au niveau. Mais ça ne va pas faire la différence. Tout le monde travaille dessus. De la même façon, on a beaucoup investi sur la data. La data, c'est le début de l'IA. On investit sur l'IA, mais tout le monde va investir sur l'IA. Donc ça ne va pas créer des différences. Mais il faut avancer. J'avais une question justement sur la partie IA, évidemment, parce que tout le monde en parle, buzzword, évidemment, et ça touche toutes les industries. Sur l'IA, vous l'utilisez sur les deux verticales de votre métier, à savoir sur la partie qui est la partie production, qui va gérer toute la partie automatisation et efficacité et productivité. Est-ce que vous l'utilisez aussi sur la dimension qui est la dimension créative? Est-ce que ça vient inspirer, ça peut venir inspirer les collections? Est-ce que c'est quelque chose qui est... En fait, l'IA, ce mot IA génératif, ce n'est que l'accélération de quelque chose et le travail sur la data que l'on fait depuis des années. Ouais. On a déjà tous ces systèmes. Donc on va juste améliorer nos systèmes en injectant des moteurs beaucoup plus puissants et on va travailler, effectivement, comme vous le dites, sur l'ensemble de nos métiers. On a beaucoup de projets sur lesquels on travaille déjà et petit à petit se mettent en place de la progression. Donc évidemment que sur toutes les activités de création, de distribution, de calcul de très fin des quantités, tout ça fait partie du champ de l'IA. C'est pas un changement, il faut l'accompagner. On va pas faire une révolution du jour au lendemain. Moi, je n'y crois absolument pas. Par contre, on va injecter. Et on a des équipes qui ne font que ça. Alexandre Dufour, 90% de vos collections à date sont en velours côtelé. Vos clients sont toujours friands de nouvelles pièces. Est-ce qu'ils voudraient des pièces complémentaires dans d'autres matières aussi ? Oui, alors c'est le pari qu'on a pris du coup au départ d'être spécialisé sur le velours côtelé. On commence désormais à sortir des collections pour le printemps-été un peu plus qui tiennent un peu moins chaud. Donc là, on capitalise en fait sur nos pièces fortes de l'hiver, comme les vestes ou certaines vestes ou certains pantalons, qu'on essaie de décliner désormais sur des matières un peu moins qui tiennent un peu moins chaud, comme des sergés ou des denims. Donc là, c'est la première saison qu'on teste. Pour l'instant, ça se passe bien. Et en introduisant de nouvelles matières, est-ce que vous risquez pas de perdre votre singularité, votre aspérité justement ? Je pense pas. De toute manière, on est identifié comme Côtelé Paris, donc comme une marque qui vend du velours côtelé. Forcément, on sera toujours meilleur l'hiver que l'été. Après, l'idée, c'est même si on est connu comme étant une marque spécialisée dans le velours côtelé, je pense qu'on peut quand même proposer des matières complémentaires et ne serait-ce que même des coupes complémentaires qui pourraient agrémenter le vestiaire de la marque. Je vois Mathieu qui lève le doigt. Oui, parce que ce qui est hyper intéressant, c'est notamment aussi l'importance du nom, du naming. C'est-à-dire que même si aujourd'hui il se diversifie avec du textile qui va venir compléter l'ensemble de l'offre, il s'appelle Côtelé. Et même si demain ils font du 50-50, dans la tête du consommateur, ça restera du velours et ils seront identifiés sur le sujet. Et potentiellement, ça va faire venir de nouveaux consos aussi, au-delà du Côtelé. Donc bravo pour le choix du nom. Merci. On va terminer avec vous, Mathieu, sur le gaspillage. Focus Retail, le chiffre de la semaine. Le gaspillage de vêtements qui est devenu un problème préoccupant, situation exacerbée d'ailleurs par la mode rapide, qu'on appelle aussi mode jetable, qui porte bien son nom. Oui, effectivement, donc le gaspillage est un peu au cœur de toutes nos sociétés, sur toutes les industries, mais il y a un chiffre qui retient mon attention, c'est le chiffre de 68%, qui est un chiffre qui est très élevé. Et ce chiffre, en fait, ce sont les vêtements qui composent nos garde-robes et qui n'ont pas été utilisés ces 12 derniers mois. Donc ça veut dire qu'on utilise un vêtement sur 3 au quotidien, ce qui est assez, je pense que ça nous parle à tous, hein, c'est-à-dire qu'on a une garde-robe. Des basiques. Et voilà, souvent et généralement, on porte des basiques, de l'intemporel, des vêtements qui sont de bonne qualité, des vêtements dans lesquels on se sent bien. Mais aussi, on répond à un achat, souvent qui est un achat qui est par exemple sur de la fast fashion ou qui sont des très bas prix. On n'a pas forcément besoin d'acheter, mais on achète quand même et en réalité, on ne les porte pas. Et donc face à ce chiffre, qui est ce chiffre quand même extrêmement important,
toujours de la même manière et essayer de trouver des opportunités face à ce chiffre. Et je trouve qu'il y a 2 opportunités qui sont très intéressantes sur lesquelles on pourrait travailler. Il y a un premier, ça veut dire qu'on a 70% des stocks des garde-robes en Europe, puisque c'est une étude européenne sur 20 pays, qui sont des stocks dormants. Et en fait, ces stocks dormants, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est-à-dire qu'on peut les réutiliser, donc il y a du recycling, par exemple sur Côtelé, sur du velours, on peut imaginer que 70% du velours en Europe peut être réutilisé, retravaillé. Et donc il y a une source aujourd'hui à date qu'on peut venir aller chercher et exploiter d'un point de vue business. Et puis il y a une deuxième approche qui est aussi de se dire, c'est notamment le rôle des retailers, le rôle des marques, le rôle de tous les acteurs de cette industrie, c'est de réussir à éveiller les consciences et de mieux consommer, de consommer mieux, de consommer des produits qui sont des produits de meilleure qualité, qui sont des produits au prix juste, sur des produits qui correspondent vraiment à un besoin. Et donc c'est aussi un excellent levier de prise de parole en termes de communication pour pouvoir contribuer à une société qui fonctionne mieux et qui consomme mieux. Voilà, se recentrer sur les fondamentaux et la valeur réelle des marques. Un mot de la fin pour terminer, Jérôme Driano. Je voudrais juste réagir sur ce que vous venez de dire. Je crois que c'est pas aussi simple que ça. La seconde main, le recyclage, bien sûr, on est tous dessus, mais en fait, ce sont des filières énormes qu'il faut monter. On recycle pas un produit, c'est pas parce qu'on va trouver du velours qu'on va recycler et faire de nouveau du velours. En fait, c'est une prise de conscience globale. Et il faut faire très attention à certains raccourcis. On voit beaucoup de raccourcis en ce moment qui sont faits. Ça peut être dangereux pour notre industrie, ça peut être dangereux pour nos retailers, ça peut être dangereux pour nos commerçants. Et il faut travailler comme d'habitude, être raisonnable et faire les choses dans le bon sens et faire les choses qui sont possibles, parce que il peut y avoir le contre-coup. À vouloir trop recycler, on va être, en fait gaspiller beaucoup plus que ce que l'on peut faire si on travaille bien sur les bonnes quantités. Et vous avez raison, il faut surtout sourcer les bonnes quantités. Et vous me coupez. Le message est passé. Merci à tous les trois d'être venus animer cette émission avec moi. On se retrouve la semaine prochaine.